Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, nous sommes le mardi 30 novembre, voici les titres. La cérémonie a débuté il y a quelques minutes, Joséphine Baker fait son entrée au Panthéon, celle qui fut meneuse de revue mais aussi résistante, a un temps résidé au Vésinet et ce soir une classe de collégiens yvelinois assiste à l'événement à Paris, interview à suivre. Les adhérents Les Républicains votent à partir de demain pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle. En course notamment Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, était à Versailles ce lundi pour présenter son programme aux militants. Et puis vous connaissiez sans doute l'œnologie, mais avez-vous déjà entendu parler de l'oléologie, autrement dit l'étude de l'huile d'olive? Cécile Con est une spécialiste qui vit entre les Yvelines et la Catalogne. Son portrait à la fin de cette édition. Face à la 5e vague de Covid-19, le vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines installé au Vélodrome National pourrait augmenter de nouveau sa vaccination. Quid des événements sportifs qui devaient se dérouler sur place dans les prochaines semaines? On en parle tout à l'heure. Mais direction tout de suite Paris avec ces images en direct. La cérémonie de panthéonisation de Joséphine Baker a débuté depuis quelques minutes. Elle est la 6e femme à faire son entrée au Cénacle, la première femme noire et la première artiste de scène à y rentrer. Le cercueil a remonté déjà, vous le voyez, la rue Soufflot, portée par 6 aviateurs de l'armée de l'air dont elle a été membre. Il ne contient pas sa dépouille qui restera enterrée à Monaco, mais des poignées de terre venues de lieux emblématiques de sa vie, notamment de Saint-Louis dans le Missouri aux États-Unis, où la franco-américaine est née en 1906 avant de prendre la nationalité française en 1937. Célèbre meneuse de revue, elle a été aussi une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a caché des armes et des résistants, collecté des informations. Joséphine Baker a été honorée d'ailleurs de la médaille de la Résistance, de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur. Celle qui s'est éteinte en 1975 est enfin la maman de la tribu Arc-en-Ciel. Ces 12 enfants qu'elle a adoptés, une femme aux 1000 vies qui a vécu au Vésinet. Elle a été la propriétaire de la villa Beauchesne pendant près de 20 ans. Écoutez la vice-présidente de la Société d'histoire du Vésinet. Joséphine Baker a eu un parcours très très particulier. On sait que c'était une petite fille qui a été maltraitée dans son enfance, qui était pauvre. Elle arrive en France en 1925-26 dans la Revue Nègre, et là on commence à la connaître. Mais ensuite, elle va très vite trouver une villa au Vésinet, qui sera pour elle un havre de paix. Elle sera là pour se reposer, pour cultiver ses fleurs, ses légumes et avoir tous les animaux qu'elle voulait avoir. Donc, elle a des chiens, des chats, singes, canards, poulets et une guéparde qui lui est offerte par le directeur du casino, Monsieur Varna, mais qui sera aussi sur scène avec elle. Et donc, avec cette guéparde, elle va se promener comme si elle avait un chien et cette guéparde, un jour, elle va s'échapper au Vésinet. Et ça va terroriser tous les habitants, mais heureusement, rien de grave ne va arriver. Et donc cette panthéonisation, à votre avis, ça récompense en quelque sorte ces 1000 vies. C'est pour ça aujourd'hui qu'elle mérite, à votre avis, cette entrée? C'est parce qu'elle était une artiste multifacette, mais qui a eu aussi une vie de résistante? Oui, tout à fait. Puis elle a combattu le racisme. Aussi la ségrégation, quand elle allait aux États-Unis en tournée, elle a quand même subi un mauvais accueil. Et donc, en 1963, elle fera une marche sur Washington avec le pasteur Martin Luther King. Elle sera la seule femme à faire un discours ce jour-là. Pour le droit des hommes et contre le racisme. Et l'épouse de Martin Luther King, lorsque celui disparaît, lui proposera de le remplacer. Mais Joséphine, elle a déjà ses 12 enfants, pratiquement 12, et vraiment, elle ne peut pas. Mais je pense que si elle n'avait pas eu tous ces enfants en Milande, elle aurait continué le combat. Au Vésinet, elle a permis à des enfants de partir en vacances. Elle faisait la distribution des prix, les arbres de Noël. Elle leur achetait des bonbons, des vêtements. Enfin, elle avait le cœur sur la main. C'était une femme formidable, déjà dans le civil, et avec tout ce qu'elle a fait durant la guerre aussi. Donc, elle mérite très largement de rentrer au Panthéon. Joséphine Baker, on le disait, a habité pendant près de 20 ans dans la villa Beauchesne au Vésinet, et une étape importante de la vie de l'artiste aux 1000 facettes. Retour sur sa vie de résistante, notamment avec Mélanie Poquet.
cérémonie de panthéonisation de Joséphine Baker, vous le voyez sur ces images, qui se poursuit en ce moment à Paris avec un cortège qui a d'ores et déjà remonté la rue Soufflot. Le cortège a porté ce cercueil qui est porté par 6 aviateurs a remonté cette rue Soufflot. On rappelle que Joséphine Baker sera la 81e personne à rentrer dans ce panthéon, 6e femme dans l'histoire et première femme noire à faire son entrée dans le Cénacle. Et dans cette cérémonie est présente notamment la députée des Yvelines, Marie Lebec. Elle accompagne ce soir une classe de collégiens yvelinois. Écoutez cet entretien enregistré à la mi-journée. Et je suis avec Marie Lebec, bonjour. Bonjour. Députée La République En Marche de la 4e circonscription des Yvelines. Vous êtes ce soir à cette cérémonie d'entrée au Panthéon de Joséphine Baker et vous accompagnez une classe de 3e du collège Sainte-Thérèse de Houille. On va en parler dans un instant. Joséphine Baker, c'est la 6e femme à entrer au Panthéon, la première femme noire à entrer dans ce cénacle. Pourquoi mérite-t-elle cet hommage de la nation ? C'est effectivement une femme qui s'est énormément engagée à la fois pour des grandes causes, la lutte contre le racisme, l'égal accès aux droits, qui s'est aussi engagée aux côtés de notre pays dans la Seconde Guerre mondiale, dans la résistance en tant qu'aviateur. Et puis enfin, c'est une artiste et je crois que c'est la première fois qu'une artiste rentre au Panthéon et c'est aussi la reconnaissance finalement de cette carrière artistique qu'elle a su mener et engager et qui lui ont permis, in fine, de mener les combats pour lesquels elle s'est battue. Elle est effectivement meneuse de revue résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a d'ailleurs reçu la médaille de la Résistance, la Croix de guerre et aussi la Légion d'honneur. Joséphine Baker, c'est aussi cette tribu arc-en-ciel, c'est 12 enfants adoptés. Elle a également résidé dans les Yvelines. C'est ça que vous retenez, c'est finalement une femme aux 1000 vies, on peut le dire comme ça ? C'est une femme aux 1000 vies, aux 1000 combats et qui, je crois, doit nous inspirer et doit inspirer aussi les plus jeunes. Et vous savez qu'en tant que femme jeune élue, j'ai souvent aussi le souhait de transmettre aux collégiennes, aux lycéennes qu'elles ne doivent pas se fixer de limites, que tout est possible, qu'elles peuvent saisir pleinement leur ambition. Et je trouve que le fait d'amener une classe à cette cérémonie, c'est aussi l'occasion de montrer à ces jeunes filles qu'elles peuvent entreprendre dans la vie et qu'il n'y a pas de plafond de verre, qu'il n'y a pas de portes qui ne s'ouvriront pas si elles ont le souhait de conduire des projets et des combats. Vous serez effectivement ce soir aux côtés d'une classe de collégiens que vous accompagnez. C'est d'ailleurs vous qui avez sollicité les bureaux du président de la République et vous commenciez à en parler. Pourquoi justement tout de suite avoir fait cette démarche ? Il y a forcément l'éveil à la citoyenneté derrière, mais pourquoi ça vous tenait à cœur d'amener cette classe de collégiens avec vous ce soir ? Tout à fait. Alors, c'est effectivement l'équipe éducative qui m'a parlé de ce projet et on s'est mis tout de suite en contact avec l'Élysée pour rendre possible ce projet. C'est aussi un grand honneur qui est fait à ces collégiens parce qu'il y aura très peu de classes qui seront présentes et je crois que c'est très important. Elle a vécu dans les Yvelines, elle a porté des combats. Je pense que c'est une femme de couleur, c'est une femme qui a pris la nationalité française et je pense que dans tout le parcours de ces jeunes élèves qui sont amenés à devenir des futurs citoyens, c'était important et c'est pour ça qu'on a travaillé main dans la main avec l'équipe éducative de pouvoir faire aboutir ce projet et de les emmener à cette cérémonie. Vous dites travailler avec l'équipe éducative, on imagine bien que ça a été préparé, ce rendez-vous de ce soir. Je dis ce soir puisqu'on enregistre bien sûr l'entretien à la mi-journée. Est-ce qu'il connaissait par exemple Joséphine Baker ? Il a fallu peut-être justement préparer cette venue ? Tout à fait. C'est là où il y a un travail très intéressant qui est engagé par l'équipe éducative, puisqu'il y a il y avait la volonté de faire connaître aux élèves et puis aussi de rebaptiser à l'avenir une classe qui se rappellera la classe Joséphine Baker. Et je crois que c'est un beau symbole aussi quand on arrive à faire rentrer des hommes et des femmes qui ont été des lumières pour notre pays au sein des écoles. C'est aussi comme ça qu'on fait perdurer leur mémoire et qu'on fait valoir leur combat. Et donc Joséphine Baker qui fera son entrée ce soir au Panthéon. Vous y assisterez à cette cérémonie aux côtés, je le disais, Marie Lebec d'une classe de collégiens, le collège Sainte-Thérèse de Houille qui est donc sur le territoire de votre 4e circonscription des Yvelines. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire à propos de cette cérémonie qui se tient encore en ce moment, cérémonie de panthéonisation de Joséphine Baker, qui donc la France lui rend hommage ce soir, 6e femme à entrer au Panthéon. La cérémonie a débuté peu avant 18h, celle qui fut meneuse de revue mais aussi résistante, a un temps résidé, on le rappelle, au Vésinet. Elle était née en 1906 dans le Missouri aux États-Unis. Elle s'est éteinte en 1975, elle avait pris la nationalité française en 1937. Ce soir, la France lui rend hommage avec cette entrée au Panthéon de Joséphine Baker. Dans l'actualité également, c'est à partir de demain que les adhérents LR pourront voter pour leur candidat au Congrès Les Républicains, celui qui les représentera à l'élection présidentielle. Ce lundi, Éric Ciotti était dans les Yvelines. Le député des Alpes-Maritimes a tenu un meeting à Versailles pour présenter son programme aux adhérents LR. Nicolas Dandry et Mélanie Poquet. Il est le 4e des 5 candidats au Congrès Les Républicains à faire le déplacement dans les Yvelines. Éric Ciotti est venu présenter ses idées de mesures pour la présidence, une campagne basée sur les valeurs de la droite. Être de droite, pour moi, c'est à la fois rétablir l'ordre républicain, c'est choisir qui on veut accueillir, mais c'est aussi, je le dis, baisser massivement les impôts qui sont devenus aujourd'hui insupportables pour beaucoup de familles françaises. C'est supprimer les droits de succession, c'est baisser l'impôt sur le revenu. C'est tout cela qui est au cœur de ce projet. Devancé par Xavier Bertrand, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Éric Ciotti fait aujourd'hui figure de favori. Parmi les élus et anciens élus du territoire, certains sont déjà convaincus, d'autres encore indécis. D'abord sur une question de volonté, de faire ce que les gens annoncent. La deuxième chose, j'ai commencé à regarder la fidélité. En tant que militant depuis plus de 50 ans, je pense que les gens qui ont toujours fait partie de notre famille politique sont les plus à même de la représenter. J'ai choisi effectivement Xavier Bertrand. Cela étant, je tenais à venir saluer mon ami Ciotti parce qu'il défend avec vigueur nombre de thèmes qui sont aussi les miens. Et surtout, il le fait avec une campagne extrêmement assidue et permanente. J'ai l'impression que sur le programme, il n'y a pas grand-chose de différent. Ce qui va jouer, c'est plus la personnalité et encore une fois, l'envie d'agir, de faire. Le vote des adhérents des Républicains débute ce mercredi 1er décembre. Le congrès se tient le 4 décembre prochain. Les organisateurs redoutaient une annulation au vu du contexte sanitaire et l'ouverture aussi de la 3e dose de vaccination en France. Le Grand Prix de Vélizy aura bien lieu ce week-end au Vélodrome National. Ce sera la première compétition sportive depuis 20 mois dans l'enceinte saint-quentinoise. La structure, qui avait été transformée en méga-centre de vaccination en mars 2021, va poursuivre son activité vaccinale en parallèle. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Le feu vert a été donné ce mardi 30 novembre, 20 mois après le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va de nouveau accueillir une compétition sportive. Le 7e Grand Prix de Vélizy sera programmé ce dimanche 5 décembre et réunira 150 sportifs. C'est une fierté, c'est de redémarrer les compétitions, hivernales pour les coureurs, pour les organisateurs, pour les clubs franciliens. Et c'est un signe très très positif que de pouvoir proposer du cyclisme pour tous. Après avoir été transformé en méga-centre de vaccination en mars 2021, l'aire centrale est disponible depuis fin octobre. Aujourd'hui, plus de 600 vaccinations sont effectuées quotidiennement dans les coursives et non pas au centre de la structure, ce qui permet la cohabitation. Vous le voyez derrière moi, ce sont les activités sportives et quotidiennes du Vélodrome national qui ont repris le cours de leur existence et en mode événement, donc que ce soit un événement culturel ou un événement sportif, on aménage, on module l'aire centrale pour la configuration de l'événement en question. Donc tout peut cohabiter à l'heure actuelle. Plusieurs manifestations sportives sont déjà programmées pour les prochaines semaines. La structure accueillera notamment des courses cyclistes régionales en janvier et février, si la situation sanitaire le permet. Et puisqu'on parle de sport, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France de football s'est tenu ce lundi. Versailles connaît son adversaire, ou presque. Les joueurs de la Cité Royale affronteront les vainqueurs de la rencontre entre les Guadeloupéens de Solidarité Scolaire et les Barinois de Sarre-Union. Ce match en retard du 8e tour de la compétition doit se jouer dimanche prochain en région parisienne. Quoi qu'il arrive, Versailles affrontera une équipe d'une division inférieure, 1 ou 2 échelons d'écart. Coup d'envoi le samedi 18, vous l'avez vu sur cette animation, ou le dimanche 19
29 décembre. La date reste à déterminer. Versailles qui au 8e tour a éliminé Poissy au terme d'un derby des Yvelines très indécis. Victoire 1-0 avec un but inscrit à un quart d'heure du terme. Le club a disposé également cette année de Cachan, Neuilly-sur-Marne et Limbre dans les tours précédents de cette Coupe de France. Religion, hier lundi, la communauté juive de Saint-Quentin en Yvelines était rassemblée pour fêter l'allumage de la deuxième bougie de Hanouka. C'était à Montigny-le-Bretonneux. Particularité cette année, une menorah géante en glace pour célébrer la fête de la lumière. Le reportage de Mathilde Francou. Amen. Lundi 29 novembre, la communauté juive s'est rassemblée sur la place Étienne-François-Choiseul à Montigny-le-Bretonneux pour célébrer ensemble Hanouka, ou autrement dit la fête de la lumière. Alors ce soir c'est la fête de Hanouka. Hanouka qui veut dire en fait inaugurer. Il y avait 7 branches dans le chandelier du temple. Mais le chandelier à 7 branches a brûlé miraculeusement durant 8 jours. Aujourd'hui, nous allumons ce même chandelier aux commémorations de ce miracle, de cette fiole qui a brûlé durant 8 jours. Une symbolique forte pour les fidèles puisque ce miracle a eu lieu durant la domination des Grecs. Mais il y a un grand message, c'est-à-dire que tout se passe dans un temps d'obscurité, dans un temps où l'oppression, la force brutale semble l'emporter. Et qu'est-ce qui gagne finalement ? C'est une lumière. En réalité, le message, encore une fois, n'est pas un message limité à la communauté juive ou limité à un endroit donné. C'est littéralement un message universel. Une célébration pleine de musique et de danse pour véhiculer ce message de paix et de rassemblement. C'est aussi une manifestation d'habitants, de personnes qui célèbrent la fête des Lumières avec derrière des messages très positifs. Et donc, je pense que c'est bien d'être présent à leur côté. Cette année, la communauté juive de Saint-Quentin en Yvelines a voulu faire les choses en grand avec l'organisation d'un spectacle pyrotechnique et l'installation d'une menorah géante en glace. Alors cette sculpture en glace, on a trouvé ça marrant. Le symbole, un peu la jonction du feu et de la glace. La tradition veut que l'allumage se fasse à la tombée de la nuit. Chaque jour, une nouvelle bougie vient s'ajouter à la menorah au sein des foyers. Une question avant de vous laisser, connaissez-vous l'oléologie ? C'est le savoir non pas du vin, ça c'est l'œnologie, mais de l'huile d'olive. L'Yvelinoise Cécile Cron en est une spécialiste et en plus de produire son huile d'olive, elle fait découvrir son art lors d'ateliers. Son portrait par Bichente Mérien Santisteban. Cécile Cron est oléologue, c'est une spécialiste des huiles d'olive. Habitante de Villennes-sur-Seine, elle anime ce soir-là un atelier au Café Zouzou de Paris pour transmettre sa passion. Je suis ravie, c'est un cadeau de mes enfants pour mon anniversaire. Je ne sais pas si théorique c'est le mot, mais avoir un peu plus de culture liée à l'huile d'olive et pas seulement être un simple amateur. L'atelier est divisé en 3 parties. 2 premières étapes pour découvrir l'huile d'olive, savoir reconnaître les différentes odeurs et saveurs. Une fois ces connaissances plus concrètes, vient la dernière étape, assembler sa propre huile d'olive. Ils ont eu besoin en fait au préalable de connaître les différents fruités, l'amertume, le piquant, les notes qu'on peut avoir en nez. Ils ont eu besoin de s'entraîner et de connaître ces différents fruités pour après assembler et juger et dire voilà, moi j'aime pas trop l'amertume et le piquant, je vais mettre moins de celle-ci, plus de celle-ci. En parallèle à ces ateliers, Cécile Cron possède son oliveraie, une vocation découverte en 2007. C'est vraiment le hasard. À 30 ans, je suis allée vivre à Barcelone. J'ai rejoint mon mari qui vivait là-bas. Et on a acheté cette oliveraie un peu par hasard, entre guillemets, pour avoir un pied-à-terre le week-end. Et puis on s'est lancé dans l'aventure. Aujourd'hui, l'oléologue yvelinoise alterne entre la Catalogne et Villennes-sur-Seine où elle entrepose ses huiles. Cécile possède environ 4000 bouteilles de 500 ml. Pour les vendre, elle a ses préférences. Moi j'aime bien faire les ventes directes parce que je fais déguster les huiles et je fais une mini dégustation, une mini initiation à l'oléologie en même temps. Et puis les gens peuvent goûter les différentes huiles, donc ont des fruités différents et peuvent choisir ensuite au mieux leurs huiles. Elle souhaite faire valoir l'huile d'olive non comme un ajout de matière grasse, mais plutôt un ajout de saveur, d'arôme dans un plat cru ou cuit. Son petit plus insolite, l'huile dans les desserts. Dans des fruits, des salades de fruits, des salades d'orange, on peut mettre un beau fruité vert un peu piquant amer. Sur un cocktail ou une glace, ça ramène du peps, ça ramène du vert et ça je trouve ça chouette. C'est étonnant l'huile d'olive en dessert. En plus des marchés de Vilaine, Triel-sur-Seine ou Orgeval, les huiles de Cécile sont à la vente sur son site internet cova-fumada.com. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez un nouveau numéro du 7-8 Culture présenté par Célia Gatsongo. Belle soirée avec TV78.